Bonjour à tous. Nous allons voir comment mettre en place un contrôle interne simple et efficace. Pour cela, nous avons identifié 10 grandes étapes. Donc, merci à Thomas de nous rendre plus experts en la matière avec la définition de la première étape qui est la définition du périmètre. Alors, définition du périmètre, c'est très important. En fonction du périmètre que vous aurez défini, le projet sera plus ou moins important. Alors, quand on définit le périmètre, il y a en général 3 thématiques. La première, c'est quelles sont les succursales concernées par le contrôle interne. Donc, si on a des succursales à Paris, Genève, Singapour, ça nous prend en compte toutes ces succursales. La deuxième sont les activités. Quelles sont les activités de l'entreprise que l'on veut maîtriser dans le cadre du contrôle interne? Est-ce que c'est uniquement les activités comptabilité finance? Ou bien est-ce qu'on va rajouter tout ce qui est lié aux ressources humaines, aux opérations, etc. Donc les processus concernés, ou les activités. Et le troisième qui est extrêmement important, c'est l'objectif. Est-ce que l'objectif du contrôle interne que vous mettez en place est d'assurer les états financiers, ou est-ce qu'on veut élargir? Est-ce que c'est aussi lié à la conformité, aux aspects stratégiques, aux aspects opérationnels? Donc en fonction du périmètre que vous aurez défini, le projet sera plus ou moins conséquent. Alors, une fois que vous avez défini le périmètre, il vous faut identifier les différentes activités. Quels sont vos processus? Alors, comment faire, Thomas? Alors, ici, on va identifier les activités de l'entreprise ou les processus de l'entreprise, car effectivement, il est important de savoir qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise avant de pouvoir mettre en place le contrôle interne. Donc, je vais prendre ici quelques exemples. On dira par exemple, une des activités, c'est facturation des prestations réalisées. Une autre que j'ai ici, c'est gestion de la trésorerie. J'ai ici gestion des accès informatiques, gestion du matériel informatique. Donc, on va identifier toutes les activités liées au périmètre qu'on s'est fixé. Et on aura une liste de ces activités qu'on appelle aussi les processus. Donc, voilà pour cette deuxième étape. Une fois que vous avez identifié vos activités, il vous faut identifier les risques. Est-ce que les risques sont forcément liés à ces différentes activités? Quelle est la bonne méthode? Alors absolument, ici on sait maintenant qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise, donc c'est de se dire, dans les activités que je fais, quels sont les risques que j'ai en fonction de ce qu'on aura défini dans le périmètre. Donc si par exemple j'ai des risques liés aux états financiers, dans des activités comme ici facturation des prestations réalisées, on a un risque qui est par exemple de non facturer, on oublie de facturer une prestation, ou par exemple on a un risque de non réception des paiements. Donc là, on va identifier les risques en fonction de ces activités. Je prends encore un autre exemple qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. On a la gestion des accès informatiques. Donc là, on a un risque d'accès informatique non autorisé ou bien un risque de divulgation des informations confidentielles. Donc voilà des risques liés à des activités. La quatrième étape importante par rapport à ce projet, c'est l'identification des contrôles existants. Alors, quelle est la bonne méthode, Thomas? Alors ici, la bonne méthode, c'est dans le fond de regarder les risques qu'on avait et de voir quels sont les contrôles qui existent dans l'entreprise. Parce que très souvent, on croit qu'on doit inventer des contrôles alors que les contrôles existaient dans l'entreprise. Donc je prends ici 2 exemples que nous avons. Il y a d'une fois le risque de non-facturation d'une prestation réalisée, ce qui est un risque assez courant dans les entreprises. On a par exemple ici contrôle du tableau de facturation. Donc on peut imaginer que tous les mois, on a un contrôle avec un tableau de facturation. Un autre risque, qui est le risque d'accès informatique non autorisé. On a par exemple ici un contrôle des accès informatiques. Donc on imagine ici que dans l'entreprise, on a tous les mois quelqu'un qui va aller vérifier les accès informatiques. Et puis on a par exemple une procédure d'attribution des droits. Donc on voit ici qu'on a un moyen de maîtrise. Chaque fois qu'on attribue les droits, il y a une procédure à suivre pour assurer qu'on attribue correctement les droits et qu'on diminue ce risque d'accès informatique non autorisé. Alors, cette 5e étape que nous avons identifiée est l'évaluation des risques. Vous les avez identifiés, vous avez identifié les contrôles existants. Maintenant, il faut évaluer les risques, ou pas selon le contexte. Absolument. Alors, certains clients estiment qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer les risques. D'autres clients désirent évaluer les risques. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'on va vous montrer la méthode complète. Donc, évaluer les risques dans cette 5e étape, vous allez, pour chaque risque, voir la probabilité que ce risque se produise, l'impact qu'il aurait s'il se produit, et ça vous donne une gravité. Alors, pourquoi faire ceci?
Ça vous permet d'une part de trier vos risques, de vous focaliser sur ce qui est vraiment important, et puis ensuite, en fonction de ça, de mettre en place des moyens de maîtrise. Donc ça permet de regrouper ça et de voir un peu, de manière un peu plus complète vos risques. Donc la 6e étape importante que nous avons identifiée par rapport à ce projet est de pouvoir traiter les risques. Pour cela, nous avons identifié 4 stratégies possibles. La première est d'éviter le risque. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'éviter le risque? Alors éviter le risque, c'est quelque chose qui est un peu violent, c'est qu'on ne fait plus l'activité. Donc si je prends les accès informatiques, donc on donne des accès informatiques aux collaborateurs, on dira à partir de maintenant on donne plus d'accès informatique, donc il n'y a plus de risque lié aux accès informatiques. Tout simplement. Ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant, effectivement. La 2e stratégie possible est de réduire le risque. Alors ici, réduire le risque, c'est qu'on a vu tout à l'heure qu'on a des moyens de maîtrise, des contrôles qui sont en place, et puis on va rajouter des contrôles ou des moyens de maîtrise pour réduire ce risque. Donc ici, par exemple, si on prend les accès informatiques, on dira on va rajouter un contrôle qui sera par exemple toutes les semaines de revérifier certains contrôles, accès informatiques. Parfait. Donc voilà pour réduire les risques. La 3e stratégie possible est de partager le risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors partager le risque, alors certains prennent des assurances, on prend une assurance liée à certains problèmes qu'on pourrait avoir sur l'entreprise, et si ce problème se réalise, eh bien l'assurance va dédommager l'entreprise. Donc on va partager ce risque éventuellement avec une assurance, qui est le cas typique. Et le dernier cas, finalement, vous acceptez le risque. Alors ça, c'est ce qui est le plus important, j'aime à le dire. Pourquoi? Parce qu'on doit vivre avec des risques. Donc souvent, on croit qu'avec un contrôle interne, on n'aura plus de risques. Non, les risques sont là, ils existent, mais il faut les accepter. Et c'est très important à un moment donné de dire, on vit avec ce risque-là, on l'aura peut-être maîtrisé, mais on vit avec un certain niveau de risque. Donc ça, c'est accepter le risque. Donc la 7e étape identifiée est de décrire les moyens de maîtrise. Alors nous avons vu dans une étape précédente l'identification justement de ces moyens de maîtrise. Alors quelle est la distinction entre ces 2 étapes? Alors elle est importante car on a effectivement identifié les moyens de maîtrise, donc on a des contrôles qu'on a nommés, mais on les a pas forcément décrits. Donc on a nommé par exemple un contrôle qui est vérifier les factures, mais comment est-ce que je dois vérifier les factures? Et c'est là que c'est important de rentrer dans une description qui est claire, nette et compréhensible par un collaborateur, celui qui doit faire le travail. Donc si on prend un contrôle, il faudra définir qui peut faire le contrôle, à quelle fréquence, comment il doit être fait de manière très précise, et quels sont les critères de réussite de ce contrôle. La même chose si on doit décrire une procédure, il faudra bien mettre en œuvre une méthode de description des procédures afin d'assurer qu'elle soit simple et claire pour le collaborateur qui doit la lire, la comprendre et la mettre en œuvre. Donc la 8e étape est d'identifier les contrôles clés. Alors qu'est-ce qu'un contrôle clé finalement? Alors un contrôle clé, c'est un contrôle qui permet de maîtriser un risque qui aurait un impact important sur l'entreprise. Donc il est clé parce que s'il n'est pas fait, on aura des conséquences assez importantes dans l'entreprise par rapport à un risque donné. Donc ici, comme on le sait, trop de contrôle tue le contrôle, donc il ne faut pas en identifier trop, mais ceux qui sont vraiment importants. Donc on va ensuite, une fois qu'on les a identifiés, on va mettre en place de la surveillance, donc on va aller voir si ces contrôles sont faits et bien faits. Donc voilà l'importance des contrôles clés. 9e étape, il suffit maintenant de communiquer et de former. En effet, pour avoir un contrôle interne utile et simple, il faut communiquer aux collaborateurs. Absolument, ça c'est une étape extrêmement importante car on voit trop souvent chez nos clients tout à coup un contrôle interne qui est mis en place, mais on va voir les collaborateurs, ils ne savent pas à quoi ça sert, ils se disent je fais des contrôles parce qu'on m'a dit de faire des contrôles. Donc d'expliquer aux collaborateurs à quoi sert le contrôle interne, quelle est la finalité et à quoi sert surtout leur travail. Pourquoi est-ce qu'ils font les contrôles, à quoi servent ces contrôles et quel est le bénéfice des contrôles qu'ils réalisent. Donc d'où l'importance de la communication dans le cadre du projet, donc quand le projet est terminé, et puis ensuite tout au long de la vie du contrôle interne, donc chaque année peut-être, ou à l'engagement des collaborateurs, s'assurer de leur expliquer à quoi sert le contrôle interne et quels en sont les bénéfices pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Bonne nouvelle, votre contrôle interne est effectif. Or, le projet est-il pour autant terminé?
Alors non, le projet commence, Audrey. Effectivement, le projet commence parce que votre contrôle interne, vous l'avez décrit, il est opérationnel, mais maintenant, il faut assurer qu'il fonctionne et qu'il apporte toute sa valeur ajoutée à l'entreprise. Alors, j'ai ici quelques activités qui sont régulièrement réalisées dans le cadre du contrôle interne. On a ici la réévaluation des risques une fois par année. Donc effectivement, une fois par année, de se poser la question, est-ce que les risques sont toujours aussi importants? Est-ce qu'ils ont augmenté, diminué? On a assuré la conformité avec les nouvelles lois. Si votre entreprise est soumise à de nouvelles lois, si elles ont été modifiées, donc s'assurer que les moyens de maîtrise sont adaptés à ces modifications des lois, d'être en conformité. Maintenir à jour la documentation, car comme on l'a vu, les contrôles ont été décrits, on a décrit des procédures, mais ce qui est très important, c'est d'assurer que vos collaborateurs aient accès à une documentation à jour. Si elle n'est pas à jour, ils n'y retourneront plus. Ensuite, suivre la bonne réalisation des contrôles. C'est pas parce que vous avez dit que des contrôles doivent être réalisés qu'ils seront réalisés. Donc d'assurer qu'on apporte des bonnes solutions aux collaborateurs pour qu'ils puissent facilement se souvenir qu'ils doivent faire des contrôles et puis qu'ils puissent réaliser ces contrôles facilement. Ensuite, suivre les projets de diminution des risques. Donc effectivement, si vous avez mis en place des projets pour mieux maîtriser certains risques, donc s'assurer que ces projets soient suivis et qu'on mette en place ces moyens de maîtrise que vous avez définis. J'ai ici ensuite suivre les incidents, si certains risques se sont produits, donc s'assurer qu'on soit capable de les capter, être au courant qu'ils se soient produits, et ensuite mettre en place des moyens de maîtrise. Donc on doit rendre compte à la direction et au conseil d'administration du bon fonctionnement du contrôle interne et leur montrer dans le fond comment le contrôle interne a apporté des bénéfices aux collaborateurs et à toute l'entreprise. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vous avez maintenant en main les 10 grandes étapes pour mener à bien votre projet de contrôle interne. Maintenant, c'est à vous.